Du haut de sa tour de verre et d'acier, au cœur de la Défense, Élodie contemplait Paris. La ville S étendait à ses pieds, une maquette silencieuse et scintillante, symbole de tout ce qu'elle avait conquis. Son bureau était un sanctuaire de minimalisme froid, où chaque objet avait sa place, et chaque surface reflétait une image de contrôle absolu. Vêtue d'un tailleur sur mesure dont la coupe impeccable soulignait sa posture rigide, elle venait de conclure l'affaire la plus importante de sa carrière. Un sentiment de triomphe aurait dû l'envahir, mais à la place, seul un vide immense résonnait dans le silence de la pièce. Ses yeux, fatigués malgré le maquillage parfait, trahissaient une solitude profonde que ni l'argent ni le pouvoir ne parvenaient à combler. Elle se leva, le regard fixé sur l'horizon, et prit une décision. La dette la plus importante de sa vie, celle qui ne figurait sur aucun bilan comptable, devait enfin être réglée. Quelques heures plus tard, sa berline de luxe glissait sur les routes sinueuses de la Creuse, un vaisseau étranger dans un monde oublié du temps. L'autoroute et ses promesses de vitesse avaient laissé place à un labyrinthe de chemins de campagne bordés de murets en pierre sèche et de maisons anciennes. L'air qui entrait par la fenêtre ouverte n'était plus celui, filtré et stérile, de son univers parisien. Il sentait la terre humide, le foin coupé et la fumée de bois. Chaque virage la ramenait un peu plus vers un passé qu'elle avait méticuleusement enfoui sous des couches de succès. Elle se gara devant une petite maison dont la façade défraîchie et le jardin un peu sauvage contrastaient violemment avec le luxe de son véhicule. En sortant de la voiture, le crissement du gravier sous ses talons griffa le silence du hameau. C était ici. C était enfin le moment de remercier Laurent, l'homme qui lui avait offert une seconde vie. La porte s'entr'ouvrit sur une fillette d'une dizaine d'années, dont le regard intense et sérieux la dévisagea sans la moindre trace de chaleur. Derrière elle, un petit garçon se cachait à moitié, serrant contre lui une poupée de chiffon usée. Élodie sentit son assurance d'exécutive s'effriter face à la gravité de cet enfant. « Bonjour, je cherche Laurent Moreau. Est-ce qu'il est là ?» demanda-t-elle, sa voix sonnant étrangement formelle dans ce décor rustique. La fillette, Léa, ne sia pas. Elle se contenta de la fixer d'un air protecteur et méfiant, comme si elle évaluait une menace. « Qui êtes-vous » répondit-elle simplement, sa question suspendant le temps. Élodie, déstabilisée, chercha ses mots. Elle était venue pour un moment de gratitude, une clôture émotionnelle, mais se retrouvait face à un mur de silence et de suspicion, sentant un malaise indéfinissable s'installer dans le creux de son estomac. Confuse, elle s'apprêtait à insister lorsque le petit garçon, Hugo, s'avança d'un pas timide. Il leva vers elle des yeux remplis d'une tristesse qui semblait bien trop grande pour son petit visage. Élodie s'accroupit légèrement, tentant un sourire qui ne vint pas. « Je suis une vieille amie de ton papa. J'aimerais beaucoup lui parler. » C'est alors que l'enfant prononça les mots qui firent basculer son univers. Avec la simplicité désarmante et cruelle de l'innocence, il murmura « Papa est devenu une étoile dans le ciel ». La phrase flotta dans l'air, légère et pourtant d'un poids insoutenable. Le masque d'Élodie se fissura. Le bruit du vent dans les arbres, le chant lointain d'un oiseau, tout s'arrêta. La gratitude qu'elle avait portée comme un trésor pendant des années se mua instantanément en une culpabilité écrasante, un gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. Le silence qui suivit les mots d'Hugo fut plus assourdissant que n'importe quel vacarme de la ville. Élodie resta figée, son corps entier une statue de regret. Le monde qu'elle avait si soigneusement construit, un édifice de chiffres, de contrats et de victoires, s'effondrait brique par brique. La brise légère qui faisait frissonner les feuilles des arbres lui parut glaciale, et le parfum des fleurs sauvages du jardin prit une odeur de pourriture. Elle voyait le visage de Laurent, non pas celui de l'adolescent courageux qui l'avait tiré des eaux sombres du lac, mais un visage imaginé, celui d'un homme qu'elle n'avait jamais pris le temps de connaître, un homme qui avait attendu en vain. La culpabilité-haine était plus un gouffre. Ces haies étaient un océan qui l'engloutissait, la noyant une seconde fois, mais cette fois-ci, il n'y avait personne pour la sauver.
Une femme âgée, le dos voûté par les années et le labeur, apparut sur le seuil. C était la grand-tante des enfants, une présence fragile dont les mains tremblantes et le regard fatigué racontaient une vie de sacrifice silencieux. Elle regarda Élodie, puis son véhicule luxueux, avec une méfiance polie. Dans la petite maison, une odeur de soupe de légumes et de bois de cheminée flottait, un parfum de survie simple et digne. La vieille dame expliqua d'une voix douce que Laurent était parti subitement, une maladie foudroyante qui ne lui avait laissé aucune chance. Elle faisait de son mieux pour les enfants, mais ses forces l'abandonnaient et sa maigre pension suffisait à peine à les nourrir. Chaque mot était une nouvelle fissure dans l'armure des Élodie, révélant la précarité et la solitude que ses enfants affrontaient chaque jour. L'exécutive en elle reprit le dessus, par pur réflexe de survie. La douleur était un problème, et les problèmes, elle savait les résoudre avec des ressources. Elle ouvrit son sac à main, un geste automatique et froid, et en sortit une liasse de billets impeccable. 5 000 €. Une somme qui, pour elle, représentait une dépense mineure, mais qui ici pouvait changer le cours des choses. Elle tendit l'argent à la vieille dame, sa voix retrouvant un ton professionnel et détaché. « Prenez ça, pour les enfants, pour vous aider. » C était une transaction, une tentative maladroite de colmater la brèche de sa conscience avec du papier, une façon de transformer une dette morale insondable en une simple créance financière qu'elle pouvait solder et oublier. Mais Léa s'interposa. La fillette se planta devant sa tante, son petit corps vibrant d'une indignation farouche. Ses yeux, les mêmes que ceux de son père, lançaient des éclairs. « Non, on n'en veut pas. » Sa voix était claire, sans la moindre hésitation. Elle fixa Élodie, non plus avec méfiance, mais avec un jugement pur et tranchant. « Mon père n'aurait pas voulu de ton argent, il aurait voulu une amie. » La phrase frappa Élodie avec la force d'une gifle. Elle comprit alors l'abîme qui séparait son monde de celui de Laurent. Il ne s'était jamais agi d'argent, il s'était agi de présence, de loyauté, de ce lien humain qu'elle avait laissé se dissoudre dans les acides de son ambition. L'argent était une insulte, une profanation de la mémoire de l'homme qui lui avait tout donné. C'est dans ces moments-là, quand les masques tombent et que la vérité éclate avec la simplicité d'une parole d'enfant, que l'on comprend l'essentiel. Si ce récit vous touche au cœur, songez à vous abonner pour permettre à d'autres histoires de courage et de dignité de voir le jour. Élodie se sentit soudain nue, dépouillée de tous ses titres et de sa fortune. Elle n'était plus la PDG toute-puissante, mais une femme brisée par le poids d'un remords trop longtemps ignoré. Elle recula d'un pas, incapable de soutenir le regard accusateur de l'enfant. Elle fit demi-tour et marcha sans but dans le petit chemin de gravier, le bruit de ses talons chics sonnant faux dans le silence respectueux du hameau. Les visages aux fenêtres des maisons voisines la suivaient, des ombres curieuses et silencieuses qui semblaient connaître toute son histoire sans qu'elle ait prononcé un mot. Elle s'assit sur un vieux muret en pierre, à l'écart, sentant le froid de la roche s'infiltrer à travers le tissu coûteux de son tailleur. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, une beauté poignante qu'elle n'avait pas pris le temps de remarquer depuis des années. C'est là qu'elle l'aperçut. Hugo était assis seul dans un coin du jardin, le dos tourné à la maison. Ses petites épaules étaient secouées par des sanglots silencieux. Il serrait contre lui sa poupée de chiffon, comme si C était le dernier rempart contre un chagrin trop grand pour lui. Cette image d'une pure et absolue désolation acheva de démolir les dernières défenses d'Élodie. Elle se leva et, d'un pas hésitant, s'approcha de lui, non plus comme une bienfaitrice, mais comme une âme en peine rejoignant une autre. Elle ne dit rien, les mots étaient inutiles, vains. Elle s'assit simplement par terre à côté de lui, dans l'herbe humide, sans se soucier de tacher ses vêtements. Elle resta là, partageant le silence et la douleur. Après un long moment, le petit garçon sentit sa présence. Il se tourna lentement vers elle, ses grands yeux rougis par les larmes. Il la regarda, puis il regarda sa poupée.
Avec un geste d'une confiance infinie, il tendit le petit personnage de tissu vers elle. Il ne lui offrait pas un jouet, il lui offrait un morceau de son cœur, le seul trésor qui lui restait. Élodie sentit ses propres larmes monter, chaudes et libératrices. Elle prit délicatement la poupée, ses doigts effleurant ceux de l'enfant. Un contact fragile, mais plus réel que n'importe quelle poignée de main professionnelle. Ce simple geste d'un enfant a fait ce que des années de succès n'avaient pu accomplir. Il a ouvert une porte au fond de son âme. C'est pour partager la force de ces instants de vérité que nous avons besoin de votre soutien. Et votre inscription nous aide à continuer cette mission. Élodie comprit que sa dette ne pouvait être remboursée. Elle devait être honorée. Elle ne pouvait pas rendre à Laurent la vie qu'il lui avait offerte, mais elle pouvait protéger et chérir les vies qu'il avait laissées derrière lui. Une nouvelle résolution, plus forte et plus profonde que n'importe quel objectif commercial, s'ancra en elle. Elle ne repartirait pas aujourd'hui, peut-être jamais. Sa place N était plus au sommet d'une tour de verre, mais ici, sur ce coin de terre chargé de mémoire et de chagrin. Elle sortit son téléphone. L'appareil semblant être un artefact d'une autre planète dans ce décor intemporel. D'une voix qui ne tremblait plus, elle appela son assistante à Paris. « Annulez tous mes rendez-vous de la semaine. Non, de la quinzaine. Je vous rappellerai. » Il n'y eut aucune explication, aucune excuse. Juste un ordre, clair et définitif. Elle raccrocha avant même d'entendre la réponse stupéfaite à l'autre bout du fil. En rangeant son téléphone, elle sentit un poids immense quitter ses épaules. Pour la première fois depuis des décennies, elle ne fuyait plus son passé. Elle choisissait de lui faire face, d'embrasser la responsabilité écrasante qui venait de lui tomber dessus. C était terrifiant, mais C était aussi la première chose qui avait un sens véritable dans sa vie. Les jours suivants furent un baptême du feu. Élodie, habituée à donner des ordres et à voir le monde s'adapter à ses désirs, devait maintenant apprendre à écouter, à observer, à être patiente. La communauté du village la regardait avec une curiosité suspicieuse. La Parisienne, comme il l'appelait dans des murmures à peine voilés, semblait vouloir jouer à la sainte, une riche cherchant à apaiser sa conscience avant de retourner à sa vie dorée. Ses associés, eux, l'assaillaient d'appels inquiets et pressants, ne comprenant pas cet abandon de poste pour une obscure affaire personnelle. Chaque conversation était une lutte, une justification de ce choix que personne dans son univers ne pouvait concevoir. Elle était prise entre deux mondes, n'appartenant plus vraiment à l'un et n'étant pas encore acceptée dans l'autre. Le plus grand défi, cependant, venait de Léa. La fillette la testait constamment, avec une intelligence et une perspicacité déconcertantes. Elle remettait en question chacune de ses actions, la forçant à justifier ses intentions, à prouver que sa présence n'était pas un caprice passager. Mais le véritable coup de tonnerre arriva sous la forme d'une lettre à en-tête officielle. L'aide sociale à l'enfance, alertée par un signalement anonyme sur la situation précaire des orphelins, informait la grand-tante qu'une évaluation était en cours en vue d'un possible placement en foyer d'accueil. La menace N était plus abstraite. C était un compte à rebours. Élodie réalisa que son argent et sa bonne volonté ne suffiraient pas. Elle allait devoir se battre, non pas dans une salle de conseil, mais devant la loi, pour une chose bien plus précieuse que n'importe quel contrat, une famille. Le jour de l'inauguration de la petite bibliothèque fut baigné d'une lumière douce de fin d'après-midi. L'édifice, modeste mais construit avec soin sur une partie du terrain de Laurent, sentait encore le bois frais et la peinture neuve. Presque tout le village était là, formant un demi-cercle silencieux sur l'herbe. Leurs regards, autrefois méfiants, étaient maintenant empreints d'une curiosité prudente. Élodie se tenait devant eux, non pas dans un de ses tailleurs impeccables, mais dans une tenue simple qui ne la distinguait plus des autres. Elle sentait le poids de chaque regard, en particulier celui de l'assistante sociale. Une femme au visage neutre qui tenait entre ses mains l'avenir de cette famille naissante. Léa et Hugo étaient assis au premier rang, sur un petit banc de bois, leur visage grave et attentif, attendant un verdict qui ne serait pas prononcé par un juge, mais par le cœur.
Élodie prit une profonde inspiration, laissant le parfum des livres et de la terre apaiser le tumulte en elle. Elle n'avait préparé aucun discours. Les mots qu'elle allait prononcer ne venaient pas de sa tête d'exécutive, mais d'un endroit qu'elle avait longtemps gardé fermé à double tour. « Je ne suis pas ici pour inaugurer des murs », commença-t-elle, sa voix claire mais chargée d'une émotion à peine contenue. « Je suis ici pour vous raconter une histoire, l'histoire d'une jeune fille stupide et imprudente qui, un jour d'été, a cru que sa vie s'arrêtait au fond d'un lac froid et sombre. » Un murmure parcourut la foule. Elle décrivit la panique, l'eau envahissant ses poumons, l'obscurité qui l'enveloppait. Puis elle parla de la main qui l'avait saisie, de la force tranquille d'un adolescent qui n'avait pas hésité une seconde à risquer sa propre vie pour une quasi-inconnue. Elle parla de Laurent. Elle ne chercha pas à se justifier, ni à excuser les années de silence qui avaient suivi. Avec une honnêteté désarmante, elle avoua sa fuite en avant, sa course effrénée vers un succès qui, croyait-elle, donnerait un sens au sacrifice de son sauveur. « J'ai construit un empire de verre et d'acier en pensant honorer sa mémoire, » dit-elle, en regardant tour à tour chaque visage familier. Mais je n'avais rien compris. La véritable richesse de Laurent, son véritable héritage, ce N n'était pas une vie sauvée. Ces et étaient les vies qu'il avait créées. Ses yeux se posèrent enfin sur Léa et Hugo, et tout le reste disparut. « Votre père m'a donné le temps, mais c'est vous qui m'avez appris ce qu'il fallait en faire. Vous m'avez montré que la force n'est pas dans le contrôle, mais dans la confiance, et que la plus grande des victoires est de savoir donner sans rien attendre en retour. » Sa voix se brisa un instant, mais elle la reprit, plus forte, plus déterminée. « Cette bibliothèque, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas de la charité. C'est la première pierre d'une promesse. La promesse que l'héritage de gentillesse et de courage de votre père ne sera jamais oublié. » Elle fit un pas vers les enfants, son cœur battant à tout rompre, exposant sa plus grande vulnérabilité au monde entier. « Votre père m'a donné une seconde chance de vivre, mais c'est vous qui m'avez appris comment vivre. Je ne veux plus être seulement une aide passagère, une dette que l'on rembourse. Je veux être une famille. » Elle les regarda droit dans les yeux, ses propres larmes coulant librement sur ses joues. « Est-ce que vous m'acceptez ?» Le silence qui suivit fut total, suspendu dans le temps. Puis, un son presque imperceptible brisa le charme, un sanglot. Léa, la fillette si forte, si stoïque, laissa enfin tomber son armure. Son visage se contracta et les larmes qu'elle avait retenues si longtemps jaillirent. Elle se leva d'un bond et courut se jeter dans les bras de Élodie, s'agrippant à elle comme à une bouée de sauvetage. Hugo la suivit une seconde plus tard, ses petits bras encerclant ce qui était désormais leur pilier. Élodie les serra contre elle, pleurant avec eux, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement et d'une joie si pure qu'elle en était douloureuse. Autour d'eux, les applaudissements commencèrent, timides d'abord, puis de plus en plus chaleureux, scellant la naissance d'une famille sous le ciel bienveillant de la Creuse. C'est grâce à des moments de connexion pure comme celui-ci que l'espoir renaît, et votre soutien nous permet de continuer à partager ces témoignages de résilience. Quelques mois plus tard, la décision du juge des affaires familiales tomba, non pas avec le fracas d'un marteau, mais avec le bruissement discret d'un papier officiel. L'adoption était prononcée. Dans le bureau austère du tribunal, Élodie signa les documents, son stylo de luxe glissant sur le papier avec une solennité qu'aucune transaction commerciale n'avait jamais eue. Ce N n'était pas un contrat qu'elle signait, mais un pacte d'amour, une promesse gravée dans le marbre de la loi. À ses côtés, Léa et Hugo ne dirent rien. Leurs mains, cependant, trouvèrent la sienne. La petite main de Hugo se glissa dans sa paume, tandis que les doigts de Léa se posèrent délicatement sur son bras. Un geste de confiance et d'appartenance qui valait plus que tous les mots du monde. En sortant du bâtiment, le soleil d'automne leur parut plus chaud, plus bienveillant. Pour la première fois, le futur N était plus une menace à anticiper, mais un chemin à construire ensemble, pas à pas. Élodie ne quitta pas son empire, elle le transforma de l'intérieur.
Son bureau parisien, autrefois un sanctuaire de solitude glaciale, devint le quartier général d'une nouvelle ambition. Les appels incessants de ses associés ne portaient plus sur des parts de marché ou des acquisitions hostiles, mais sur la création d'une branche de responsabilité sociale qui devint rapidement le cœur battant de l'entreprise. Elle gérait désormais le développement du centre communautaire Laurent Moreau, avec la même rigueur et la même vision stratégique qu'elle avait appliquée à la technologie. Elle utilisait son réseau non plus pour amasser du pouvoir, mais pour bâtir des ponts, créer des partenariats et étendre le modèle de la petite bibliothèque de Creuse à d'autres villages oubliés de France. Sa compétence, autrefois une arme de conquête, était devenue un outil de reconstruction, prouvant que le plus grand des succès est celui que l'on partage. La vie dans le petit hameau avait repris des couleurs. Le centre communautaire était devenu bien plus qu'un bâtiment. Était une ruche bourdonnante d'activités, un lieu où les générations se mélangeaient et où l'isolement reculait. Léa, avec sa gravité d'enfant devenue une douce autorité, y animait un club de lecture pour les plus jeunes, transmettant l'amour des histoires que son père lui avait inculquées. Hugo, lui, avait découvert une passion pour le jardinage, s'occupant avec un soin méticuleux du potager partagé dont les légumes nourrissaient la cantine du centre. Élodie n'était plus la Parisienne. Elle était simplement Élodie, celle qui aidait aux devoirs après l'école, qui organisait les fêtes de village et qui partageait des tisanes le soir avec la grand-tante dont le visage était défripé sous le poids de la sérénité retrouvée. Elle avait trouvé sa place, non pas au sommet, mais au cœur d'une communauté. Le soir, depuis le perron de la vieille maison en pierre, Élodie regardait souvent ses enfants jouer dans le jardin, leur rire se mêlant au chant des grillons. Le vide qui la hantait dans sa tour de verre était évaporé, remplacé par une plénitude si simple et si profonde qu'elle en avait parfois le vertige. Elle avait compris que la dette envers Laurent ne serait jamais remboursée, car un tel don était au-delà de toute transaction. Mais elle pouvait être honorée, chaque jour, dans un sourire d'enfant, dans une main tendue, dans la promesse d'un avenir meilleur. Le véritable héritage de Laurent N n'était pas dans le sauvetage d'une vie, mais dans l'inspiration de milliers d'autres. C'est pour continuer à croire en cette force du bien que votre soutien est si précieux, nous permettant de partager d'autres récits où le cœur triomphe.